Comment fonctionne une franchise? On a reçu énormément de questions dernièrement au sujet de la franchise Hamonet, les restaurants de cordon bleu. Et là où je pensais jusqu'à récemment que les gens étaient surtout intéressés par la nourriture, enfin le menu et puis l'évolution des ouvertures des restaurants dans les différentes villes de France, apparemment pas que. Il y a énormément de gens qui sont vraiment intéressés par le business model des franchises, de la restauration, mais aussi de comment est-ce qu'on fait pour évaluer son entreprise, comment est-ce qu'on fait pour faire une levée de fonds par exemple. On va aborder toutes ces questions dans cette vidéo, je vais essayer de le faire de façon pas trop chiante, mais quand même un peu structurée. Avant de commencer, je rappelle quand même que Hamonet, ça n'est pas mon entreprise, hein. Moi je suis un simple investisseur, avec Louis également. Et ce que je vais vous expliquer ici, ça correspond à ma compréhension personnelle de comment ça fonctionne. Mais pour autant, on va quand même utiliser des vrais chiffres et des calculs qui ont été vérifiés par Guillaume, le fondateur d'Hamonet, et aussi l'expert comptable de la société. Comme ça, on part sur des vraies bases, des vrais chiffres, et aussi des projections qui sont faites par Hamonet directement. Qu'est-ce qu'une franchise? Commençons déjà par la base. Une franchise, c'est un modèle dans lequel un franchiseur, c'est-à-dire la personne qui crée un concept, permet à un entrepreneur indépendant, qu'on appelle le franchisé, de l'exploiter. Concrètement, on autorise quelqu'un à utiliser sa marque, ses recettes, ses méthodes, et aussi on l'accompagne pendant l'ouverture, le développement et même toute la vie de l'établissement. L'exemple le plus connu en France, et même dans le monde, c'est McDonald's, où l'immense majorité des restaurants, plus de 9 sur 10, ne sont pas exploités directement par l'entreprise, mais par des franchisés. Vous connaissez aussi Burger King, KFC, Otakos ou même Paul. C'est un modèle qui est extrêmement répandu dans la restauration rapide. Quelles sont les conditions pour développer une franchise? Alors, côté franchiseur, il y a deux conditions qui sont assez simples. La première, c'est de créer un concept qui peut se reproduire à l'identique avec une identité forte, un bon positionnement aussi, puis une bonne expérience client et de préférence une bonne couverture média. Et la deuxième, c'est d'avoir un business économique qui est rentable. Voilà, c'est ça la base. Alors le deuxième point est quand même très important puisque le but d'une franchise, c'est de reproduire quelque chose qui fonctionne. Donc un restaurant qui fonctionne pas ne peut pas se développer durablement en franchise. C'est logique, mais il y a deux raisons principales à ça. La première, c'est que les futurs franchisés, avant de signer, ont quand même accès à pas mal d'informations, des informations économiques et financières, dans un document qu'on appelle le document d'information précontractuelle, un DIP. Et évidemment, personne ne va s'engager sur un business model qui ne fonctionne pas. Et aussi, quand tu veux financer l'ouverture de ta franchise, les banques s'appuient aussi généralement sur les performances du restaurant pilote ou des succursales pour analyser le projet. Et évidemment, il vaut mieux que ça marche si tu veux que la banque te prête de l'argent pour ouvrir une franchise. Les conditions maintenant côté franchisé. Pour utiliser le nom et le concept du franchiseur, le franchisé paye au franchiseur un droit d'entrée, mais aussi ce qu'on appelle des royalties. C'est un pourcentage sur le chiffre d'affaires qui va être réalisé. Pour vous donner un chiffre concret, le droit d'entrée sur Hamonet, c'est de 40 000 €. Bon, dans les faits, il faut savoir qu'il y a souvent soit des ristournes, soit des commissions qui sont payées à des intermédiaires, et on empoche plutôt dans les 30 000 €. Et l'autre condition que doit respecter le franchisé, c'est qu'il doit s'engager à respecter les recettes, les standards et l'expérience globale proposée par le franchiseur pour que le client ait la même expérience, en tout cas l'expérience la plus similaire possible dans tous les restaurants de la chaîne. Donc sur le principe, globalement, c'est quand même assez simple. Combien ça coûte d'opérer un restaurant? Alors pour cette partie-là, je pense que c'est très intéressant de faire appel directement à Guillaume, comme ça je vous le présente si jamais vous ne l'avez jamais vu. C'est le fondateur d'Hamonet, c'est son concept, donc il s'y connaît beaucoup mieux que moi sur les chiffres. Bonjour, je suis Guillaume, je suis fondateur d'Hamonet et aujourd'hui je vais pouvoir vous présenter combien ça coûte d'opérer un restaurant Hamonet. Alors il faut savoir que sur le secteur de la restauration rapide, il y a trois dépenses qu'il faut qu'on arrive à maîtriser. Le premier, ça va être le loyer. Deuxième dépense, ça va être la masse salariale. Et enfin, la troisième dépense importante et la plus importante, ça va être le food cost. Le food cost, c'est le coût de la matière première que représentent les achats. Donc, j'achète une baguette 1 €, je la revends 3 €, ma marge est de 2 €, mais mon food cost est de 1 €, soit 33%. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir maîtriser l'ensemble de ces charges afin qu'elles ne dépassent pas maximum 60%. Ça ne veut pas dire qu'on gagne 40%, puisque derrière, il y a d'autres charges. On rembourse le crédit, l'amortissement, les différentes charges liées à l'exploitation, donc le logiciel de caisse, les assurances, etc., etc. Néanmoins, voilà un petit peu combien ça coûte un restaurant à opérer chez Hamonet. Le loyer, de manière générale, ne doit pas dépasser 10% du chiffre d'affaires. La masse salariale, c'est entre 20 et 25%, donc c'est le coût des salariés. Et enfin, le food cost doit se situer entre 25 et 35%. C'est pour ça que tout regroupé, évidemment, on peut avoir des variations par rapport à un loyer plus bas ou une masse salariale plus haute. Néanmoins, voilà, l'ensemble ne doit pas dépasser 60%. Nous, aujourd'hui, sur le loyer, on est à peu près à la moitié, donc 5%.
La masse salariale, on respecte, et le food cost, on est un petit peu plus haut, puisqu'aujourd'hui, on est à 36%. 36% qui aussi inclut 2% d'approvisionnement, donc ça va être le coût des transports et de toute la partie logistique. Donc aujourd'hui, on a un food cost un peu plus haut. C'est un positionnement qu'on a voulu avoir, puisque derrière, on n'a pas voulu augmenter nos prix de vente, puisque c'est aussi l'indicateur du food cost de pouvoir en fait influer sur le prix de vente. Donc c'est tous ces éléments-là qui, oui, on est un peu plus haut, on a 37% aujourd'hui. Néanmoins, c'est un positionnement, puisque derrière, on souhaite garder et maintenir notre qualité. On souhaite ne pas bouger nos prix puisque ça fait déjà plus de 2 ans qu'on n'a pas fait évoluer nos prix à la hausse. Donc tout ça, c'est les éléments importants à prendre en considération dans notre propre modèle chez Hamonnet. Alors concernant le food cost, forcément, c'est une dépense qui est très importante et forcément cruciale dans le développement et l'exploitation d'un restaurant, que ce soit chez Hamonnet ou ailleurs, forcément. Et donc ces éléments-là sont vraiment importants à maîtriser pour pérenniser notre activité et surtout rentrer dans nos ratios financiers afin de ne pas avoir de décalage et surtout un trou dans nos différents calculs. Alors comment faire baisser le food cost? Le food cost, c'est vraiment la dépense importante et cruciale dans un restaurant, comme j'ai pu vous le dire. Forcément, c'est cette dépense qui va pouvoir permettre d'avoir plus ou moins de marge et donc faire l'évolution et l'exploitation de notre point de vente. Le premier levier, ça va être les volumes. Aujourd'hui, on a commencé, on avait un restaurant, aujourd'hui on en a 4, donc forcément les volumes ne sont pas les mêmes et ça nous permet de pouvoir aller négocier auprès de nos fournisseurs des remises et ou des réductions par rapport à nos volumes, puisque quand on commande pour un restaurant ou pour 4 restaurants, forcément le chiffre d'affaires réalisé auprès du fournisseur n'est pas le même et donc ça nous permet d'avoir certains leviers de négociation. Deuxième élément pour faire baisser ce food cost, ça va être le sourcing, donc chercher un autre fournisseur. Forcément, ça prend beaucoup de temps, évidemment. Mais voilà, le sourcing est aussi un élément qui va permettre de pouvoir aller chercher de la baisse de food cost, puisque du coup, on a commencé avec un fournisseur, on peut très bien changer et ou avoir 2 fournisseurs en même temps. Ça nous permet de les challenger et de pouvoir aller baisser nos prix d'achat. Attention, sans forcément dégrader la qualité, puisque c'est vraiment l'élément essentiel de notre offre et de notre proposition de valeur. Donc la qualité, on ne grogne pas dessus. Nous, on a fait le choix depuis 2 ans de ne pas augmenter les prix de vente. Quand on achète 1 euro, que je revends 3 euros, mais demain je revends 4 euros, forcément mon food cost baisse, mais le client va payer la différence. Nous, c'est pas notre volonté. Vous pouvez voir dans de grandes chaînes, en fait, chaque année, les prix augmentent et ou la taille réduit. Mais en tout cas, c'est pas notre volonté, c'est pas notre philosophie. Et on essaye au quotidien de se battre pour aller chercher la négociation, des nouveaux fournisseurs, pour faire baisser le food cost. Combien rapporte un restaurant Hamonnet? C'est la question que tout le monde se pose, évidemment. En tout cas, les gens qui veulent se lancer dans l'aventure. Déjà, gardez à l'esprit que chaque restaurant est différent. Donc c'est impossible d'appliquer exactement le même modèle entre un restaurant et un autre. Ça va dépendre beaucoup des emplacements des restaurants, ça va dépendre de la taille des restaurants, ça va dépendre des habitudes de la clientèle, de est-ce qu'on fait de la livraison ou pas, est-ce qu'on fait de la vente à emporter ou pas. Il y a plein de décisions comme ça qui sont inhérentes à chaque endroit, qui vont faire que le business model ne sera pas exactement pareil. Donc on va se baser sur une projection qui est une estimation moyenne d'une franchise d'un restaurant qui aura une surface d'à peu près 40 à 60 mètres carrés. À Montmartre, par exemple, le premier restaurant, le restaurant pilote, il y a une surface uniquement de 22 mètres carrés. Donc, il n'est pas du tout représentatif de ce que peuvent être les autres, de ce que sont les autres qui ont ouvert plus tard. Le chiffre clé qui sera la base de notre calcul, c'est le chiffre d'affaires moyen annuel d'un restaurant qu'on va estimer à 560 000 euros. Ensuite, on va enlever toutes les sources de dépenses et on verra qu'est-ce qui nous reste à la fin de l'année. Donc la plus grosse source de dépenses, on l'a dit, c'est le food cost qui est à 36% chez Hamonnet, donc 201 600 euros. Donc on retire déjà de nos 560 000 euros de chiffre d'affaires 201 600 euros. Ensuite, on a un loyer qu'on va estimer à peu près à 2 000 euros par mois, soit 24 000 euros par an. Là, le restaurant Hamonnet avec le loyer le plus cher en ce moment, c'est dans le centre de Nantes et c'est 1 800 euros. Les autres sont en dessous de ça. Alors, ça paraît peut-être peu pour certains restaurateurs, mais à Hamonnet, il y a un avantage que beaucoup d'autres n'ont pas, c'est qu'il n'y a pas besoin d'extraction. Globalement, ça veut dire qu'on peut faire un restaurant Hamonnet à peu près n'importe où, enfin beaucoup plus facilement que dans un restaurant qui a besoin d'extraction, les gros tuyaux là qu'on voit dehors pour évacuer toute la graisse et les choses comme ça. Donc simplement, c'est plus facile et c'est moins cher de trouver des emplacements pour Hamonnet que pour la grande majorité des restaurants. Ensuite, on a forcément des frais de fonctionnement qu'on va là aussi estimer à 2 000 euros par mois, donc 24 000 euros par an. Là-dedans, il y a environ 1 000 euros qui sont des frais de fonctionnement qu'on appelle génériques. C'est ceux dont on maîtrise le montant globalement. Ça veut dire combien va coûter le logiciel de la caisse, c'est à peu près 200 euros, combien on va payer en énergie par mois, etc. Et puis, il y a les frais variables. Par exemple, l'accompagnement d'un expert comptable, et ben ça va dépendre de l'expert comptable. Autre source importante de dépenses, on a les
les commissions de livraison. On a sur les restaurants à monnaie une projection de 15% des ventes en livraison. Et si on considère que les plateformes prennent environ 30% de commission, on arrive à 25 200 €. Ensuite, évidemment très important, on a les salaires qu'on va estimer à 150 000 €. Les royalties, on en parlait tout à l'heure, qui vont faire un total de 39 200 €. Et aussi l'amortissement qui va être de en moyenne 30 000 €. L'amortissement, globalement, c'est ce qu'on va rembourser à sa banque. On va se baser sur un projet qui coûte en moyenne 210 000 € et qui a été financé en totalité par une banque, même si dans les faits, il y a très peu de chances que ça arrive. Et si on divise sur 7 ans, ça nous fait 30 000 €. Donc au total, on a sur une année 494 000 € de charges, ce qui nous donne une estimation de 66 000 € de marge avant bien sûr l'impôt sur les sociétés. Dans ce modèle, le point mort ou le seuil de rentabilité, ça veut dire le moment à partir duquel tu commences à gagner de l'argent, est de 434 500 €. Et notez aussi, c'est important que ça c'est un calcul qui repose sur l'hypothèse que le franchisé est non exploitant. On se base sur le fait que le personnel est 100% salarié, mais si le patron travail, ce qui est souvent le cas notamment chez Amoney, ça fait baisser la masse salariale et du coup tu gagnes encore plus sur l'année. Alors concernant l'exemple du restaurant qui fait 560 000 €, comment ça se passe si un restaurant fait moins de chiffre d'affaires? Tout simplement, les charges de fixe vont être moins importantes et les charges variables également. C'est pas parce qu'on fait moins de 560 000 € dans notre exemple et dans l'exemple qui a été pris qu'on perd forcément de l'argent. Tout dépend, comme on disait tout à l'heure, des charges fixes. Je prends l'exemple par exemple de Montmartre. Aujourd'hui, on a une masse salariale 2 fois inférieure à ce qui avait été intégré de 150 000 €. Donc c'est-à-dire que nous, on est à peu près à un peu plus de 80 000 €. Donc en fonction de l'organisation et de nos charges fixes sur la masse salariale, évidemment que si on fait moins de chiffre d'affaires, c'est pas autant qu'on va gagner moins d'argent et ou en perdre, tout simplement. Deuxième élément, le loyer, comme on disait tout à l'heure, dans la mesure, il faut pas dépasser 10%. Nous, on prend l'exemple de Montmartre avec un peu plus de 400 000 €. On a un loyer à même pas 5% de ce que ça représente. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir gagner sur cette masse et ce coût global, loyer, masse salariale et food cost. On disait précédemment à 60%. Là, on va être un peu moins important. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à gagner de l'argent. 560, c'était une base d'exemple. Néanmoins, même si on fait moins, on peut aussi gagner de l'argent, puisque comme je vous disais tout à l'heure, Montmartre fait un peu plus de 400 000 €, notre premier point de vente, et on arrive quand même à gagner de l'argent, et non pas quelques centaines d'euros, mais plusieurs dizaines de milliers. Donc, en fonction de vos charges fixes et vos coûts variables par rapport au chiffre d'affaires que vous réalisez, évidemment que même si on fait moins d'argent, on gagne quand même de l'argent. Alors, la question presque la plus importante maintenant, c'est pour atteindre ce point mort, commencer à gagner de l'argent, combien est-ce qu'il faut faire de commandes par jour? Ça, c'est le calcul classique que vous devez faire avant de vous lancer. Est-ce qu'on peut faire assez de commandes pour gagner de l'argent? Vous le comprenez, c'est quand même vachement important. Pour calculer ça, on va se baser sur ce qu'on appelle le ticket moyen global. Ça veut dire le prix moyen d'une commande, le prix qui est affiché sur un ticket de caisse quand vous payez. Chez Amoney, la moyenne est de 25,47 €. Alors attention avant de continuer parce qu'il y a plusieurs termes qui se ressemblent et c'est important de ne pas les confondre. Là, on parle du ticket moyen global. Encore une fois, ce qui est marqué sur le ticket de caisse. Il ne faut pas le confondre avec le ticket moyen par cordon bleu, qui là est la dépense moyenne que va faire une personne pour chaque cordon bleu vendu. Plus exactement, chez Amoney, le ticket moyen par cordon bleu, il est de 14,90 €. Et c'est un indicateur important pour savoir combien une personne va dépenser en plus d'un cordon bleu. Chez Amoney, un cordon bleu, c'est à partir de 4,90 €. Et là, ça veut dire que pour chaque cordon bleu qu'on va vendre, il y a X euros qui sont rajoutés pour soit acheter une boisson, soit acheter un dessert, etc. Bref, avec un point mort à 434 500 € et un ticket moyen à 25,47 €, si on simplifie en disant que les restaurants sont ouverts 365 jours par an avec 2 services par jour tous les jours de l'année, on arrive à un total de 26 commandes par service pour arriver au seuil de rentabilité. Alors dans les faits, ça se passe évidemment pas comme ça parce que si on compte qu'on va fermer 1 ou 2 jours par semaine sur le restaurant, il faudra faire entre 30 et 35 commandes par service pour atteindre le seuil de rentabilité. Et tout ce que tu fais en plus, c'est là que tu commences à gagner de l'argent. Dans un restaurant, quel est l'impact réel et significatif de la partie livraison dans un restaurant et surtout dans un bilan? Donc forcément, la livraison, c'est une grande discussion. Il est important de ne pas confondre et commission de vente et commission de plateforme, évidemment. Et aujourd'hui, le créneau de la livraison chez nous, chez Amoney, c'est pas du tout ce canal de distribution qu'on souhaite mettre en avant dans nos restaurants et surtout dans notre proposition de valeur auprès de nos restaurants, mais aussi auprès de nos franchisés. Donc forcément, ça a un impact très significatif sur la rentabilité, puisque du coup, les commissions doivent être payées et on ne peut pas y échapper notamment. On prend l'exemple notamment de Montmartre. Aujourd'hui, sur l'année 2024, on avait une commission plateforme à appeler de 36 000 €. Donc c'est quand même assez important. Quand on fait 400 000 € de chiffre d'affaires, c'est pratiquement 10% de commission. Néanmoins, quand on rentre dans le détail, aujourd'hui, sur ce bilan
2024, la majeure partie de ces 36 000 euros était en fait la commission de vente, non pas sur plateforme, mais sur commission de vente. C'est-à-dire qu'on a fait les JO 2024 et donc forcément, dans ce schéma, notamment au Club France, il fallait qu'on rétrocède une partie de nos gains et du chiffre d'affaires réalisé auprès de l'organisation, donc tout simplement commission de vente différente de commission de plateforme. Aujourd'hui, sur 36 000 euros, on a fait pratiquement 21 000 euros de commission de vente auprès des JO et donc forcément, ça a un impact significatif sur notre modèle économique. Évidemment, ce n'est pas du tout une duplication à avoir pour l'avenir puisque c'est des événements ponctuels. Néanmoins, il ne faut pas confondre plateforme, donc Uber Eats, Deliveroo, Just Eat ou autre, et les commissions de vente qui sont itinérantes et différentes par rapport au schéma de livraison. Également, livraison à emporter, pas du tout la même chose, puisque livraison, ça va être vraiment uniquement le canal de distribution à travers les plateformes digitales et la livraison que tout le monde connaît. Et la partie à emporter, c'est vraiment le client qui vient au restaurant, il prend et il va lui-même manger ailleurs. Voilà, donc deux éléments importants, la livraison et le emporter très différents, les commissions de vente et les commissions de plateforme très différents. Donc tout ça, ce sont des éléments importants à prendre en considération dans un bilan et surtout dans son analyse. Comment valoriser son entreprise? Ça, c'est un point qui est extrêmement important parce qu'il faut savoir comment valoriser son entreprise, notamment, on va en parler un petit peu plus loin, quand on veut rentrer dans une logique de levée de fonds. Il y a plusieurs logiques d'ailleurs de valorisation d'une entreprise. La première, c'est ce qu'on appelle la valeur juridique ou la valeur comptable. C'est la valorisation qu'on va utiliser dans le cadre légal, notamment lorsqu'on va faire des apports en société. Et ça, c'est une valorisation qui est encadrée par ce qu'on appelle un commissaire aux apports. Elle sert vraiment à fixer une valeur officielle qui sont pour des opérations internes. Par exemple, la création d'une société, le transfert d'actifs, mais elle reflète pas du tout le potentiel économique de l'entreprise. En gros, il faut voir ça comme une valeur administrative qui est utilisée pour des opérations légales. Ensuite, et là c'est tout aussi important si ce n'est plus, on a une valorisation lors d'une levée de fonds. Ici, ce qu'on cherche à savoir, c'est pas ce que vaut l'entreprise sur le papier de façon légale, mais ce qu'on va chercher à estimer, c'est ce qu'elle peut devenir. On se base sur ce qu'on appelle un potentiel de croissance. Est-ce que le modèle peut se développer et à quel point il peut se développer rapidement? C'est la seule chose qui va intéresser les investisseurs. Dans le cas d'une franchise comme Amoné, ce qu'on regarde, c'est le projet. Est-ce que les coûts sont maîtrisés? Est-ce que le concept peut se déployer facilement et rapidement? Est-ce qu'on a assez de compétences internes dans le projet? Est-ce qu'on a un réseau? Est-ce qu'on a de la traction? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a déjà des établissements qui sont ouverts? Est-ce qu'il y a une couverture médiatique? En gros, on va regarder le potentiel et est-ce qu'on a la capacité d'atteindre ce potentiel. Là, avec Amoné, concrètement, on a fait une levée de fonds récente et Amoné a été valorisé à 3 millions d'euros, ce qui est beaucoup plus que sa valorisation comptable et ce qui est normal parce que le plan, c'est d'ouvrir 60 restaurants dans plusieurs pays en 5 ans avec un concept qui fonctionne, un réseau et des compétences internes qui permettent en théorie d'y arriver. Et ça a déjà commencé. Donc ça, que vous soyez fondateur ou investisseur ou potentiel investisseur, c'est super important de savoir comment ça fonctionne, comment la société est valorisée. Et même de toute façon, si vous suivez ça vraiment de très loin, vous avez des exemples de ça tous les jours avec des marques que vous connaissez. Par exemple, Tesla ou OpenAI, ChatGPT, qui prépare une entrée en bourse avec une valorisation qui est estimée à près de 1000 milliards de dollars, alors que l'entreprise perd 16 milliards par an. Et pour ces entreprises, on voit bien qu'on se base sur le potentiel de qu'est-ce que ça va rapporter plus tard et pas du tout sur une valorisation comptable. Et dernière chose, je voulais le noter parce que j'ai vu énormément de gens qui faisaient l'erreur. Le prix d'une action n'est pas défini en fonction de la capitalisation, en fonction de la taille de l'entreprise. Il faut voir le prix de l'action avec le nombre total d'actions. Par exemple, si tu as une action à 100 euros et que tu as 1000 actions, c'est pas du tout la même chose qu'une entreprise qui a une action à 100 euros et qui a 100 millions d'actions. Donc faites bien attention à ça. Le prix de l'action lui-même ne veut rien dire. Comment fonctionne une levée de fonds? Je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont intéressées par le sujet et c'est un truc qui est très très fréquent dans les entreprises, que ce soit en France ou dans le monde entier, mais quand même assez opaque quand on n'est pas dedans, parce qu'on n'en parle pas souvent au quotidien. Une levée de fonds, qu'est-ce que c'est? Sur le papier, c'est très simple. C'est le fait de faire rentrer des investisseurs dans son entreprise pour récupérer de l'argent. Globalement, on vend une partie de son entreprise à d'autres personnes qui, eux, récupèrent des parts et toi, tu récupères de l'argent. C'est un peu comme d'acheter des actions en bourse, sauf que c'est pas public. Dans ce cadre-là, on appelle ça du private equity. On rentre au capital d'une société, mais c'est pas une société qui est cotée en bourse. Pourquoi faire ça? Alors, j'imagine que selon les entreprises, il peut y avoir plusieurs cas de figure, mais globalement, on fait une levée de fonds pour se développer et pour se développer plus vite. En général, tu lèves pas en fonction de est-ce que ton entreprise fait des bénéfices ou non, a des dettes ou non. Non, ce que tu fais, c'est que tu lèves pour accélérer ta croissance. Globalement, si on simplifie vraiment, tu peux soit te développer tout seul
mais lentement, ou soit avec des partenaires et beaucoup plus vite. Donc si tu choisis de te développer très vite, comme c'est le cas souvent dans un modèle de franchise ou les startups, tu fais appel à des financements, tu fais appel à ce qu'on appelle des levées de fonds. Dans un modèle comme Amoné, la levée de fonds, ça permet de recruter, ça permet de sécuriser des emplacements et ça permet aussi d'améliorer ton réseau. Ça, c'est important. Par exemple, quand Louis et moi, on a investi dans Amoné, un peu après le début de l'aventure, il y a un peu plus d'1 an, on a apporté de l'argent, mais aussi notre réseau, notre image, nos conseils, parce que en théorie, chaque investisseur a intérêt à participer le plus possible pour faire grossir l'entreprise et donc faire grossir son investissement de départ. Donc ça, c'est les raisons principales. Après, il n'y a pas que ça non plus. Je vous donne un autre exemple pour que vous ayez une image un petit peu plus large, mais une entreprise qui a des investisseurs, ça apporte aussi de la crédibilité parce que ça montre qu'il y a des gens qui croient en ton projet et quand tu veux vendre ses mérites à quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus facile. C'est pour toutes ces raisons, au global, que les entreprises lèvent des fonds, souvent plusieurs fois au cours de leur développement. Tu as un premier tour, un deuxième tour, un troisième tour, etc. Normalement, quand tu fais une levée de fonds, tu sollicites en premier les gens qui sont déjà dans l'entreprise, les premiers investisseurs. Tu leur demandes s'ils veulent et s'ils peuvent acheter plus de parts. Par exemple, là, c'est ce qu'a fait Louis avec la dernière levée de fonds à Monnaie. On a été prioritaire là-dessus et Louis avait des fonds et la volonté d'avoir plus de parts. Et ensuite seulement, on a fait appel à des personnes extérieures. Il y a plusieurs types de levée de fonds, mais globalement, il y a ce que je vais appeler la levée de fonds classique, c'est-à-dire tu fais appel soit à ton réseau, soit tu passes par des banquiers d'affaires qui vont chercher des investisseurs pour toi, ou tu fais comme ce qu'a fait Amoné la dernière fois, en passant par des plateformes de levée. C'est un modèle qui est en train de se développer de plus en plus grâce à Internet. Guillaume, il avait choisi Crowdcube, qui est une plateforme européenne agréée, et c'est bien plus facile et bien plus rapide de faire une levée là-dessus que de faire une levée classique, autant pour celui qui lève que pour les investisseurs. Et c'est aussi la formule qui est la mieux adaptée pour lever avec beaucoup d'investisseurs qui veulent mettre des petites sommes. Sur Amoné, il y avait un objectif de 180 000 € qui au final a été un petit peu dépassé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient intéressées. C'est une bonne nouvelle, globalement, ça veut dire qu'on nous laisse le choix finalement de lever un peu plus que ce qu'on voulait, ce qu'on a décidé de faire parce que ça nous a permis d'avoir un fonds de roulement qui était un petit peu plus important, donc c'est une sécurité supplémentaire et ça nous a permis aussi de programmer une nouvelle succursale dans le Marais bien plus facilement qu'anticipé. La contrepartie évidemment de lever plus, c'est que tu es plus dilué dans l'opération, tu donnes plus de parts, donc c'est un choix à faire, c'est une balance. Est-ce que tu prends un peu plus pour être un peu plus dilué ou au contraire non? Voilà, en fonction de tes objectifs et tes ambitions, c'est un choix à faire. Là, Amoné concrètement aurait pu lever plus, mais on a stoppé la vente de parts pour pas justement se diluer trop. Attention d'ailleurs, ça c'est intéressant comme information, vous avez peut-être vu si vous avez suivi le projet, le chiffre de 323 302 € de levée qui était affiché sur la page Crowdcube. Il faut se méfier avec ce genre de chiffres parce que comme tous les chiffres publics, ça représente pas forcément la réalité. Le vrai chiffre de la levée, en vrai, il était de 303 663 €. Pourquoi? Parce qu'il y a des paiements qui sont pas validés et il y a aussi une période de désistement que peuvent utiliser certains investisseurs. Et en plus de ça, il y a aussi des frais de plateforme, 12%. Donc au final, le vrai chiffre de la levée, il n'est pas de 323 000 €, mais de 260 000 €. Il y a plus de 50 000 € d'écart quand même, donc il faut vraiment faire attention quand on se base sur des informations publiques pour estimer la santé ou le business model d'une entreprise. C'est extrêmement trompeur. Alors, quel est le taux de rétention d'un client? C'est-à-dire, est-ce que le client revient? Est-ce qu'il revient souvent? Oui, non, et surtout, comment? Aujourd'hui, nous, on a mis en place un programme de fidélité très simple, non digital, qui nous permet vraiment de pouvoir mettre en avant cette fidélité et surtout faire revenir le client. Est-ce qu'un client remange un cordon bleu et le mange uniquement une fois par an? Pas du tout. Aujourd'hui, on a vraiment des clients fidèles et on met tout en œuvre pour les fidéliser et les faire revenir en restaurant. Par rapport à quoi? Forcément une carte où on a ajouté très récemment un nouveau cordon bleu, donc on en a 5 maintenant. On a également construit une offre qui va sortir très prochainement avec des petits cordons bleus pour aller chercher le menu enfant, le menu étudiant et du finger food. Et forcément, à travers nos différentes saisons, ça permet de pouvoir apporter une certaine communication, un certain attrait à la nouveauté et donc de faire revenir le client, tout simplement. Il faut prendre en considération que même si on mange un cordon bleu, nous on l'analyse avec la consommation d'un burger notamment. Vous mangez pas qu'une fois un burger par an, ben nous c'est pareil. Aujourd'hui, la fidélisation est très importante pour faire revenir le client et c'est un produit aujourd'hui de street food donc qui permet d'avoir une consommation beaucoup plus récurrente et facile à aller consommer et surtout chercher à travers nos différents points de vente. Maintenant qu'on a dit tout ça, quelles sont les ouvertures prévues pour Amoné dans les semaines et mois à venir? Est-ce qu'on suit notre trajectoire? Est-ce que ça se passe bien? Les restaurants déjà qui sont ouverts au moment où je tourne cette vidéo sont Montmartre, Levallois-Perret, Toulouse,
et Nantes. Et dans les prochaines semaines, dès cet été, vont ouvrir 3 nouveaux restaurants, celui dont je vous parlais tout à l'heure, Le Marais, mais aussi Montparnasse, peut-être que vous êtes déjà passé devant les affiches, l'emplacement, etc. Et un 3e qui est prévu à Nice cet été également. Vous l'avez compris, on n'était pas sur une vidéo divertissement du tout, mais plus sur une vidéo pédagogique. J'espère que vous avez appris des choses, que ça a répondu aux questions que vous vous posez sur comment fonctionne une franchise, comment fonctionne une entreprise avec un esprit de start-up qui veut se développer. Et si vous avez d'autres questions, si vous pensez qu'on n'a pas fait le tour de tout, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à réagir en commentaire et on réagira soit en commentaire, soit lors d'une prochaine vidéo, pourquoi pas, si ça vous a plu. Je vous fais des bisous, à bientôt. Merci Guillaume.